Bien, je vous remercie d'être revenus si nombreux là pour la dernière conférence de cette semaine de la généalogie. Cette conférence qui est donnée par le professeur Jacques-Olivier Boudon de la Sorbonne, qui va nous parler de quelque chose de très particulier, des secrets d'un menuisier, je crois, découvert récemment. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais vous raconter une histoire qui est un peu différente des sujets que vous avez entendus depuis quelques jours. Je ne vais pas vous parler à proprement dit de recherche généalogique, même si, vous allez le voir, l'histoire que je vais vous raconter s'est beaucoup appuyée sur les recherches généalogiques que j'ai pu effectuer. Cette histoire, c'est en effet celle d'un menuisier. Un menuisier qui vit dans les années, il est né en 1842, je vais revenir sur ces éléments de sa vie. Il est mort en 1897, donc il a vécu la deuxième moitié du 19e siècle. C'est un menuisier qui a une histoire assez particulière, puisque ce menuisier raconte sa vie, tient une sorte de journal, mais pas un journal destiné à être lu par ses contemporains, un journal secret, un journal qu'il tient sous les lattes d'un plancher qu'il est en train de refaire dans un château des Hautes-Alpes. Pour ceux qui connaissent la région, nous sommes, et je vous montrerai quelques images dans un instant, dans le village aujourd'hui appelé Crau, à l'époque les Crottes c'est-à-dire les grottes. Ce village se situe à 4-5 km d'Embrun. Il est aujourd'hui sur le lac de Serponçon. Ce menuisier sait, en écrivant sous ses lattes, qu'il ne sera pas lu avant au moins 100 ans. Une des phrases qu'il a laissées est très significative de son rapport à l'histoire, au futur, et plus généralement à son inscription dans le temps. « Heureux mortel », écrit-il, « quand tu me liras, je ne serai plus. » Il sait donc qu'il ne sera pas lu par ses contemporains, qu'il peut se lâcher, raconter tout ce qu'il voit autour de lui, et Dieu sait qu'il en voit. Un menuisier, c'est un artisan qui est sans cesse en train d'ouvrir des portes, de franchir des seuils, d'aller chez les uns, chez les autres, pour réparer un plancher, pour confectionner un meuble. Il est donc à l'affût de tout ce qui se passe, et il va révéler un certain nombre de secrets. 72 planches ont d'abord été retrouvées, sur lesquelles il a écrit des phrases. 72 planches, pour ceux qui voient à peu près à quoi ça correspond, c'est 20 000 signes. 20 000 signes, autrement dit 10 pages dactylographiées. C'est peu, me direz-vous. Mais à partir de ces 10 pages dactylographiées, à partir de ces 20 000 signes, j'ai pu écrire un ouvrage qui en fait près de 300 pages, un peu moins, 250 à 300 pages. Alors c'est mon quart d'heure, enfin ma minute de publicité. Première version, vous la voyez sur la gauche, parue chez Belin en 2017. À l'époque, j'imaginais que ce livre n'aurait qu'un succès local, que 1000 habitants du département des Hautes-Alpes le liraient. Il s'en est vendu plus de 20 000, ce qui pour un livre d'histoire n'est pas négligeable. Et il a connu une édition de poche chez Folio, dans une série bien connue et assez réputée. Et il a aussi fait l'objet, vous l'avez peut-être vu, d'un documentaire qui avait été réalisé en 2018 par une documentariste qui s'était passionnée par l'histoire. Et ce documentaire a été diffusé sur France 2 dans un créneau qui est le 13-15 après le journal de la mi-journée. Et ce documentaire a été diffusé à 3 reprises, ce qui fait que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette histoire. Alors cette histoire, comment est-ce que je suis arrivé à m'en emparer? Il se trouve que l'une de mes spécialités, au-delà de l'histoire du XIXe siècle, c'est l'histoire de l'Empire, l'histoire napoléonienne. En 2009, j'avais décidé, ce que je n'avais jamais fait auparavant, de remonter la route Napoléon, depuis Cannes,
près d'ici, jusqu'à Grenoble. Mais, pour ceux qui l'ont faite, la route Napoléon est un petit peu aride. Je m'étais dit qu'un court séjour sur les rives du lac de Serponçon ne serait pas de trop, et donc je m'étais accordé une petite dérivation à partir de la route Napoléon. Et j'avais loué une chambre d'hôte dans un château, le château de Picontal, que je vais vous montrer, qui est un très joli château, tout à fait restauré, un château médiéval, mais qui a été repris à plusieurs époques. Le voici, ce château de Picontal, qui domine les hauteurs du lac de Serponçon. Alors pour tout vous dire, je vous fais ici une petite confidence. Lorsque j'arrive au château, le propriétaire, qui a acquis le château une dizaine d'années plus tôt, nous sommes en 2009, m'explique que la chambre que j'ai louée va faire partie de la visite du château qui est organisée le soir même. Par conséquent, ma chambre va être visitée par une cinquantaine de personnes. C'est la chambre du roi, la plus belle chambre du château. Ma compagne n'est guère favorable à cette idée de 50 personnes déambulant dans nos appartements, aussi jolis soient-ils. Je finis par la convaincre d'accepter ce deal, surtout qu'en échange, nous sommes invités à la visite du château. Et donc nous y participons, et c'est à l'occasion de cette visite du château que j'entends prononcer des phrases. Un acteur raconte des éléments de sa vie. Il se met dans la peau du menuisier, dont j'ignore tout à cette date, du menuisier qui a vécu dans le château un peu plus de 100 ans plus tôt. Je me dis, il y a là, étant historien, il y a là une source tout à fait intéressante. Le lendemain matin, j'interroge les propriétaires qui m'expliquent que, faisant des travaux 10 ans plus tôt, ils ont été alertés par les ouvriers qui avaient refait une voûte. La voûte s'était effondrée et en s'effondrant, le plancher des pièces qui étaient au-dessus, exactement 3 pièces, s'était dévoilé à leur regard. Et ils avaient trouvé au sol des planchettes, des morceaux de bois, sur lesquels il y avait des inscriptions. Immédiatement, ils alertent leur contremaître, qui alerte le châtelain, qui se dit il y a là une mine d'or. Ils conservent l'ensemble des planchettes, 72 au total, en réalité probablement un peu plus. Il semblerait que certaines aient été volées par l'un ou l'autre des ouvriers. Peu importe. Ces planchettes ont été donc récoltées, et le secrétaire de mairie du village de Crau, qui est par ailleurs passionné par l'histoire de son village, s'est amusé à les retranscrire. J'ai conservé dans l'édition que j'ai fait des planches et des écrits à la fin des livres, j'ai conservé la numérotation qui est totalement aléatoire parce qu'on ne sait pas dans quel ordre ces planches ont été rédigées. Ce que je ne savais pas à l'origine et que j'ai compris par la suite, c'est qu'en réalité, ces planches, ce ne sont pas, ça n'est pas le revers du parquet, ce sont des chutes. Lorsque le menuisier arrive au bout d'une pièce, sa planche est évidemment trop longue, et donc avant de la clouer sur la lambourde au bout de la pièce, il découpe le morceau à l'aplomb du mur. Et avant de se débarrasser de ce morceau, il écrit avec son crayon de menuisier, crayon à la mine de plomb, il écrit sur la planche des phrases dans lesquelles il raconte sa vie. Puis ensuite, il glisse la planchette sous le plancher, il cloue, et il est certain que dans cet espace entre le plancher et le plafond du dessous, rien n'apparaîtra avant des dizaines d'années. 72 planches ont été retrouvées. D'autres l'ont été, et je vous en dirai un mot pour terminer, d'autres l'ont été depuis, dans d'autres maisons. Car l'affaire dans la région a fait grand bruit et a suscité des vocations, et certains se sont souvenus soit avoir déjà trouvé des planches, soit même se sont mis à la recherche de nouveaux trésors. 72 planches, donc. Comme vous l'avez compris, je ne sais rien du village, ce village des Craux, aujourd'hui, de Craux, des Crottes. C'est un village qui, à l'époque qui nous intéresse, réunit à peu près 1200 habitants,
dont 200 à 300 sont concentrés dans le bourg central, que vous voyez ici, vu du côté de la Durance. Nous sommes sur les bords de la Durance, évidemment le lac de Serponçon n'existe pas à l'époque. Vous voyez au milieu l'église, je reparlerai de l'église et de son curé, et vous voyez sur la hauteur, au-dessus de l'église, le château qui domine le village. Derrière, c'est la montagne, et vous voyez le même village depuis la montagne, avec, dans le fond, la vallée de la Durance et les prairies qui séparent le village de la rivière. Un village donc, je dirais, ordinaire, mais qui va prendre une importance particulière par le fait du récit que nous en livre le menuisier Joachim Martin. Ici un exemple de ces morceaux de bois sur lequel il explique qu'il va à Embrun acheter un cochon. Ça fait partie, je vais y revenir, des éléments de sa vie quotidienne. Pourquoi est-ce que c'est un témoignage exceptionnel? Bien parce que très rares sont les gens simples, comme on les désigne, les gens du peuple, à raconter leur existence. On dispose d'un certain nombre de mémoires, de journaux, d'artisans, mais ils sont très peu nombreux. Et la plupart du temps, ce sont des artisans qui, à l'image de Léonard Martin Nadeau, Léonard Martin de la Creuse, ont ensuite réussi une ascension sociale. Dans le cas de Martin Nadeau, il est devenu député puis sénateur de la Troisième République. Donc les journaux d'hommes du peuple sont relativement rares. Au point d'ailleurs qu'un historien que j'ai bien connu, qui est toujours en vie, que vous connaissez peut-être, Alain Corbin, avait décidé, dans les années 90, de restituer l'histoire d'un homme du peuple. Il l'avait fait en se rendant aux archives départementales de l'Orne, dont il est originaire. Il avait ouvert des registres au hasard et il avait mis le doigt sur un nom, sur les tables décennales. Le premier choix était mauvais, le type était mort au bout de 15 ans. Évidemment, ça ne permettait pas de reconstituer sa vie. Et puis, il était tombé sur un individu, Louis-François Pinagot, dont il a ensuite essayé de retracer le parcours. Sauf qu'il n'avait que son acte de naissance, son acte de mariage, son acte de décès, et quelques bribes issues des archives notariales. C'était à peu près tout. Et il expliquait qu'on ne pouvait pas faire l'histoire des gens du peuple, sinon à imaginer ce qu'ils avaient pu ressentir, ce qu'il fait dans un livre lui aussi de 300 pages, sans aucune archive. Moi, j'ai eu la chance inverse. Je n'ai pas mis le doigt sur un registre d'état civil pour essayer de repérer Joachim Martin. D'une certaine manière, c'est Joachim Martin qui m'a désigné comme devant être le légataire testamentaire de sa propre volonté d'exister. Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus. Il s'adresse à moi au hasard. Il s'adresse sans doute plutôt à un confrère menuisier qui refera le plancher 100 ans plus tard, avec l'espoir que ce qu'il a confié à l'avenir, au futur, soit conservé. Il se trouve par ailleurs que Joachim Martin a laissé d'autres traces. Je l'ai dit dans d'autres maisons, mais aussi dans les archives. Et ça a été l'une des plus belles surprises que j'ai pu avoir. Je m'attendais à trouver que tout simplement les éléments biographiques classiques. Or, en allant aux archives départementales des Hautes-Alpes à Gap, j'ai retrouvé notamment une lettre qu'il a écrite au préfet. Aux archives nationales, j'ai retrouvé une pétition qu'il a co-signée avec d'autres membres de la communauté villageoise, adressée au ministre. Je vous dirai tout à l'heure dans quel contexte. On trouve donc des éléments divers et variés qui montrent que, à partir des éléments que j'avais en ma possession, on pouvait aller plus loin pour comprendre qui était ce personnage. Alors on va entrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre qui est Joachim Martin. Sur une des planches, que j'ai ici transcrite, ce sera plus commode pour la lecture, on peut lire 1880, Martin Joachim du village Crotte, 38 ans. L'homme se présente.
Il se présente, nous sommes en 1880, de fait les 72 planches ont été écrites entre l'été 1880 et d'une part, et l'été 1881 d'autre part. C'est à ce moment-là qu'il travaille au château de Picontal. Et il précise, Martin Joachim, avoir fait le plancher en août 1880 à 0 francs 75 le mètre carré pour Monsieur Roman, ex-avocat. Sur une autre planche, il précise, faisant allusion ici à son père, qui a été menuisier avant lui, depuis 55 ans que nous travaillons ici, nous n'avons rien trouvé qui indique histoire, avec un H majuscule. Pas un coup de plume ni crayon. Ne fais pas comme eux, écris toujours ta date, 1880. Et il précise, j'ai retourné le château et fouillé partout. Je n'ai pas trouvé une lettre, pas un chiffre de menuisier. Or, vous savez que les artisans, maçons, tailleurs de pierre, menuisiers, ont l'habitude souvent d'écrire la date des travaux qu'ils effectuent, leur nom, leur signature. Il est rare qu'ils aillent au-delà. Mais ce simple fait montre que Joachim Martin s'inscrit dans une tradition qui est une tradition, on pourrait désigner comme celle des confréries, du compagnonnage, même si lui-même n'a pas fait le Tour de France à ma connaissance. Il se présente à nouveau sur cette planche que je vais vous lire, enfant du malheur, qui naît libre et à 38 ans être chétif, malade et sourd, une sœur qui a une jambe de bois, âgée de 32 ans, mariée à un fou cafetier à Embrun, voilà ce qui reste de mes 12 frères. En quelques mots, il en dit beaucoup sur lui-même, sur cette planche. Je reviendrai sur sa sœur un peu plus tard. Revenons sur la manière dont il se désigne, enfant du malheur. Je me suis longtemps interrogé sur cette formule qui est classique au XIXe siècle et qui désigne un enfant né hors mariage, enfant adultérin ou enfant incestueux. Et pourtant, Joachim Martin est bien né d'un couple légitimement marié. Il est le fils de Jean-Joseph Martin, menuisier, cultivateur, selon les actes d'état civil également, et d'Adélaïde Laville. Du côté paternel, il est originaire des Crocs, enfin, du village des Crottes. Depuis le XVIIIe siècle, j'ai pu remonter jusqu'à ses arrière-grands-parents, je ne suis pas remonté bien au-delà, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Il est enraciné dans le village, ses grands-pères, arrière-grands-pères, étaient cultivateurs au village. Du côté de sa mère, les choses sont un peu plus compliquées. Elle appartient à une famille qui vient de la Drôme, d'un petit village de la Drôme. Elle est passée d'abord par l'Isère et est arrivée avec ses parents à l'âge de 10 ans au village de Crotte. Premier élément qui m'avait troublé, le mariage des deux parents a eu lieu 1 mois avant la naissance de l'enfant. Vous l'avez compris, les parents ont fêté, comme on dit, Pâques avant Rameau. Mais 1 mois avant la naissance, c'est tout de même tardif. La raison en est sans doute liée à l'origine des parents. Les deux parents ont 21 pour la mère et 22 ans pour le père. J'ai voulu en savoir plus. Les archives départementales m'indiquaient ce délai très court entre le mariage et la naissance de l'enfant. J'ai voulu en savoir plus et je suis allé aux archives diocésaines pour voir l'acte religieux. Nous sommes dans un village, le village de des Crottes, qui est considéré comme, au milieu du XIXe siècle, très fervent, la pratique religieuse y est quasi unanime. Or, je ne trouve pas dans les registres paroissiaux, je ne trouve pas mention du mariage religieux. Je vais un peu plus loin et je découvre l'acte de baptême. L'acte de baptême qui m'annonce que Joachim Martin est bien né et a été baptisé. Il est né de Jean-Joseph Martin et d'Adélaïde Laville, une hérétique. Nous avons affaire à un couple mixte. Elle est protestante, originaire d'un village
Schwiskla, protestant de la Drôme, et d'un père catholique. Famille au catholicisme avéré, puisque aussi bien le père Jean-Joseph que son père, donc le grand-père de Joachim, appartiennent à la confrérie des pénitents du village, donc un enracinement complet dans le catholicisme. Enfant de valeur, c'est un enfant, Joachim, qui a vécu pendant toute son enfance, probablement, avec le regard de ses contemporains, peut-être même au sein de sa famille, où on le désigne comme l'enfant qui n'aurait pas dû l'être, qui n'aurait pas dû provoquer ce mariage, qui est un mariage d'ailleurs dénoncé par les autorités religieuses lorsque l'évêque vient faire sa tournée pastorale en 1844, donc 2 ans après la naissance de Joachim. Le curé note qu'il y a dans le village 2 mariages civils, c'est-à-dire des mariages mixtes avec des protestantes. C'est la sœur d'Adélaïde Laville qui a aussi épousé un catholique du village. Donc, enfant du malheur, c'est ainsi qu'il faut sans doute le comprendre, et cela a eu pour Joachim probablement des conséquences sur sa manière d'être avec son entourage. Il se décrit comme sourd, chétif, malade et sourd. Ce qui est là aussi intéressant parce que on a la confirmation de cet état de santé qui n'est pas flambant. Au moment où il fait son service militaire, à partir de 1863, au moment du conseil de révision, il est décrit en effet comme atteint de surdité. Mais une surdité qui n'est pas suffisante pour le réformer. Et ce que j'avais ignoré au départ, il a fini par faire un service militaire dans des conditions que j'évoquerai peut-être dans un instant. Enfin, il a eu, écrit-il, 12 frères. En réalité, la famille n'en comprend que 8, 6 sœurs et un frère, mais sans doute a-t-il extrapolé, c'est l'une des rares fois où on le prend en défaut d'inexactitude, à moins que je n'ai pas retrouvé dans les archives, ce qui est possible mais peu probable, les 4 frères ou sœurs qu'il désigne ici. Son père, je l'ai dit, Jean-Joseph Martin, est un menuisier dont j'ai retrouvé parce que, après avoir écrit la première version du livre, j'ai fait la connaissance, un peu par hasard, de descendantes de Joachim Martin, ou plus exactement, des descendantes de Joachim Martin, de l'une de ses filles. Cette famille a conservé la maison de Joachim Martin, et à l'intérieur de cette maison, quelques archives, ce qui peut paraître là aussi étonnant, est assez rare, quelques livres, et en particulier le livret d'ouvrier de Jean-Joseph Martin, où l'on voit qu'il a travaillé, avant de se mettre à son compte, chez plusieurs artisans d'Embrun, et surtout, chose intéressante, on ne le voit pas ici, mais sur la 4e de couverture du livret, on lit « Marie-Pauline, maîtresse à Monsieur Martin des Crottes ». Il a donc eu un premier amour avant Adélaïde Laville, sur laquelle je n'ai jamais réussi à avoir le moindre renseignement, malheureusement. On trouve dans ces archives aussi des Bibles. La famille maternelle est d'origine protestante et a conservé 2 Bibles, probablement celle de la grand-mère et celle du grand-père. Des Bibles que Joachim Martin a nécessairement lues, comme le font les protestants régulièrement, ce qui permet de comprendre quelle a été sa culture et de comprendre aussi un grand nombre d'allusions qu'il peut faire dans ses écrits, avec beaucoup de références implicites ou explicites à la Bible. Cette Bible qui sert aussi à son père. Son père qui, comme cela se fait dans les milieux protestants, a utilisé la première page de cette Bible comme carnet d'adresses. Il note les adresses des membres de la famille qui sont à l'extérieur du village, qui sont partis notamment comme domestiques à Marseille. Marseille, c'est la principale destination quand vous voulez
émigrez du village des Crottes, vous allez vers Marseille, comme domestique, voire comme charcutier. Les habitants des Crottes ont une spécialité en matière de charcuterie, et d'ailleurs, certains y ont fait fortune. D'autres hommes, Joachim Martin, écrit, on l'a évoqué, « Heureux mortel, quand tu me liras, je ne serai plus, sois plus sage que moi », ajoute-t-il. Il donne des conseils. Et là, on est absolument dans le cadre de la morale chrétienne que j'évoquais à l'instant. « Sois plus sage que moi, de 15 à 25 ans, ne vivant que d'amour et d'eau de vie, faisant peu et dépensant beaucoup. » Il se décrit donc comme ayant eu une jeunesse assez animée. Cette planche m'avait laissé penser que Joachim Martin n'avait pas fait de service militaire, d'autant que je le savais de faible constitution. Je vous ai dit qu'il n'en était rien, puisque à partir de 21 ans, il part en direction de Marseille. Où il va être affecté à un hôpital militaire comme infirmier militaire, puis il s'en va en Corse. Il s'en va en Corse où il est également infirmier militaire, ce qui m'a permis de comprendre une des phrases qu'il a laissées sous les planches, dans laquelle il fait allusion à une exécution capitale à laquelle il aurait assisté à Bastia de 2 truands qui en auraient tué 5. Et il ajoute même que la particularité en Corse, c'est que la guillotine est un peu différente de celle que l'on rencontre en France, enfin, sur le continent. Or, il se trouve qu'à la fin des années 60, donc il est en Corse entre 1863 et 1868, se trouve qu'en Corse, le bourreau qui a été désigné est le beau-père d'un menuisier qui s'appelle Berger et qui est l'inventeur d'une nouvelle guillotine mise au point donc en 1868, ce qu'on appelle la guillotine Berger, qui va sévir entre les années fin 19e et toute la première moitié du XXe siècle. Pourquoi je précise cela? Eh bien parce que mon hypothèse, c'est que Joachim Martin, menuisier, a été en contact avec cet inventeur de la guillotine et qu'ils ont discuté ensemble de techniques. Et on le voit d'ailleurs très intéressé à plusieurs reprises par tout ce qui relève des faits divers. Il a aussi, au retour, lorsqu'il rentre dans son village, été le spectateur d'une décapitation à Marseille, où 3, il dit 4, il se trompe, mais on peut comprendre pourquoi, où 3 membres d'une bande d'Italiens, la bande de Coda, qui avait fait plusieurs crimes dans la région de Nice à Marseille, ont été décapités. Il est présent en 1868, puisque c'est en 1868 qu'il rentre au village des Crottes. Il a demandé d'ailleurs un retour prématuré. Il aurait dû faire 7 ans de service, il n'en fait que 5. Il a fait intervenir le conseiller général pour être libéré plus tôt que prévu. Le voici. Là encore, c'est une trouvaille que j'ai faite grâce aux descendantes. Le voici photographié au début des années 1870 avec son instrument de prédilection, un violon. Il est ménétrier. Il anime les bals dans la région et il l'écrit sous les planches. De Gap à Briançon, il a en quelque sorte drainé la vallée et multiplié depuis sa jeunesse l'organisation de bal, ce qui d'ailleurs lui rapporte un peu d'argent, 10 francs pour une soirée, explique-t-il, sous une planche. Il est menuisier, alors l'image n'est pas très claire ici, mais on le voit dans son atelier qui existe toujours, en face à peu près de la mairie du village de Cros, cet atelier qui a été repris, récupéré par les descendants. Et donc c'est un personnage qui raconte sa vie quotidienne. Il raconte ce qu'il fait. Bien sûr, les travaux qu'il accomplit au château, mais aussi les travaux agricoles, car c'est aussi un cultivateur. Il possède des terres, il possède de la vigne, il engraisse un cochon, j'y ai fait allusion tout à l'heure, il est probable aussi qu'il envoie des moutons l'été dans les estives pour s'enrichir, en tout cas pour
gagner un peu d'argent. Et on sait par à la fois ce qu'il paye en impôts, par ce qu'il laisse à sa mort, un capital de 500 francs, on sait que ce n'est pas un homme pauvre. C'est un homme du peuple, mais c'est un homme qui a, avec sa famille, une certaine aisance, autant que, si on la rapporte évidemment, au niveau de vie dans ce village des Hautes-Alpes. Il est très préoccupé par des éléments très concrets, le climat, la sécheresse, la grêle, mais aussi par le prix des denrées. Il ne cesse d'indiquer des prix du blé, du kilo de pommes de terre, de l'hectolitre de vin, préoccupation somme toute très classique pour un homme de son époque. Comme d'ailleurs, j'allais dire, un homme ou une femme d'aujourd'hui. À son retour du service militaire, il se marie. Là, je vous montre une planche qui a été découverte depuis, elle ne fait pas partie du lot des 72, elle a été retrouvée au château. On peut y lire cette phrase: « J'ai pris femme Antoinette, fille d'Antoine Robert, ex-maire, et de Henriette Guillaume Broche. » Donc vous voyez, non seulement il indique qu'il s'est marié, mais il donne l'état civil de sa femme, en précisant que son beau-père a été maire. Et il ajoute: « Le père de ma belle-mère a fait construire la grande maison face à la Grande Croix, a coûté 12 000 francs et a été vendu 6 000 à Berthe Père, qu'il a laissé à la fille Philippe pour ses 20 ans de service de domestique et concubinage. » Alors ici, il faut sans doute faire intervenir une frustration de la part de Joachim Martin, qui est un homme cultivé. On le voit à travers ses écrits, j'ai oublié de le préciser, il écrit en français. Il prononce d'ailleurs, vous l'entendez depuis tout à l'heure, son prénom Joachim, comme l'on dit Joachim du Bellay, c'est-à-dire la prononciation en langue d'Oil de Joachim, la prononciation Joachim étant la prononciation en langue d'Oc, que l'on retrouvera également dans la péninsule ibérique. Joachim, comment sait-on qu'il prononce Joachim? Parce que sur l'un des livres qu'il a hérité de son père, il a écrit son nom, J-O-A-C-H-I-N. Et sur un autre livre, J-O-I-C-H-I-N. Phonétiquement, Joachim. Il se désigne ainsi. Il est cultivé. C'est un lettré, d'une certaine façon, en tout cas, qui a un niveau culturel supérieur à la moyenne. J'ignore s'il est allé à l'école. Malheureusement, les registres des élèves qui ont payé la rétribution scolaire à la fin des années 40, qui sont conservés pour le village, ne mentionnent pas son nom, mais ça n'est pas très significatif, parce que si, comme beaucoup d'enfants de l'époque, il est allé à l'école de manière épisodique, il a pu échapper à telle ou telle recension. Il est néanmoins très probable, ayant une mère d'origine protestante, un père lettré lui aussi, qui fait chanter des chants latins à la confrérie des pénitents, qui écrit des phrases en latin dans sa Bible, il est fort probable qu'il a reçu, en tout cas, une éducation domestique suffisante pour le hisser au-dessus de la normale. Il faut quand même aussi rappeler que le département des Hautes-Alpes est connu à l'époque pour être un des réservoirs des instituteurs embauchés à travers la France. Il y a une tradition de culture supérieure. Frustration de Joachim Martin, qui n'a jamais réussi, peut-être n'a jamais essayé, d'entrer au conseil municipal, d'où cette pique à l'égard de ce beau-père qui, d'une certaine manière, a fait de mauvaises affaires, parce que vendre une maison 2 fois moins chère qu'elle n'a coûté, ça n'est pas faire preuve de beaucoup de sens pratique. Et puis il y reviendra dans d'autres planches, il reviendra sur cette incapacité du conseil municipal à bien œuvrer. Alors au passage, vous voyez apparaître un personnage qui est M. Berthe, Louis Berthe. Louis Berthe, c'est le châtelain. C'est le propriétaire du château jusqu'en 1870. Il est marié
Il a 2 fils, mais le couple Berthe ne vit plus ensemble. Madame est allée s'installer à Marseille, exactement rester vivre à Marseille, tandis que Louis Berthe vit en concubinage avec sa gouvernante, la fille Philippe, que désigne Joachim, dont il parle à plusieurs reprises sous les planches. Et évidemment, nous sommes dans un petit village. Il se trouve que cette femme Philippe est aussi une de ses cousines germaines. Donc, vous voyez ici la transcription. Le château. Le château a donc changé de propriétaire tout au long du XIXe siècle. Il a été vendu comme bien national à l'époque de la Révolution française. À la fin des années 40, il est acheté par Louis Berthe, qui est un négociant de Marseille, dont je viens de parler, qui va devenir maire du village des Crottes en 1852, c'est-à-dire au début du Second Empire. Il remplace le beau-père de Joachim Martin, dont on vient de parler, qui a été le maire à l'époque de la Seconde République. Louis Berthe meurt, là aussi, Joachim nous en parle sous une planche, il meurt quelque temps après la défaite de Sedan, ne s'étant pas remis de cette annonce de la défaite de Sedan du 2 septembre 1870 et de la chute du Second Empire. Et il sera remplacé notamment par le frère de sa compagne, Philippe, qui est désigné comme maire gambétiste. Le château est alors vendu en 1876 à un notable des Hautes-Alpes qui s'appelle Joseph Roman. C'est un avocat de formation, plus exactement un érudit de la guerre plaidée. Il appartient à une famille de notables. Par sa mère, il est le descendant, sa famille maternelle s'appelle Amat, et la famille d'Amat est une famille de parlementaires. Il y a eu un député à la Constituante et également sous la Restauration. Il achète donc le château et il entreprend de faire restaurer ce château à partir de 1876, et c'est à partir de là qu'on voit apparaître à nouveau notre menuisier qui va intervenir à l'intérieur du château et y faire des travaux. J'ai eu la confirmation de ces éléments parce que les archives de la famille Roman, aujourd'hui Roman d'Amat, ces archives ont été vendues aux archives départementales et on y retrouve un certain nombre de pièces, notamment des pièces comptables, qui montrent que l'argent versé à Joachim, alors son nom n'est pas, à une exception près, n'est pas mentionné, mais il est question d'un menuisier, il ne peut s'agir que de lui, et les sommes qui sont indiquées sur les registres comptables correspondent aux sommes qu'il indique sous les planches, qu'il raconte avoir touché 4000 francs au cours des 2 ou 3 années pendant lesquelles il a construit le parquet. Cette vue, c'est une fresque qui a été réalisée par la femme de Joseph Roman. Il finit par se marier, au grand étonnement de Joachim Martin, qui écrit sous les planches être un peu étonné par cette annonce d'un mariage. Il le dit à demi-mot, il le pensait plus intéressé par les hommes que par les femmes, et je vous dirai dans un instant quelle est l'approche que Joachim a de la sexualité dans son ensemble. C'est donc sa femme, Isabelle Reynaud, qui a peint cette fresque dans la chapelle, qui est toujours visible, et vous voyez de dos, avec une tunique verte, Joseph Roman et sa femme, avec la cape jaune, et ses 3 enfants. Il n'en a alors que 3, il en aura 5, et parmi ces enfants, il y en a un que vous connaissez sans doute, c'est le fameux Roman d'Amat, l'un des fondateurs du dictionnaire de biographie française, qui a occupé le château jusqu'à sa mort dans les années 70. Avec le châtelain, Joachim s'entend relativement bien. Il le dit, ils ont des conversations, il est admiratif du petit musée qu'il a constitué avec des armes en particulier, admiratif aussi de sa bibliothèque. Bref, ils ont des conversations qui montrent que Joachim aime finalement à s'entretenir avec des personnages qui sont plus haut placés que lui dans l'échelle sociale, alors que finalement il a plus de difficultés
à entrer en relation avec ses contemporains. Joachim Martin nous offre aussi, là vous voyez le château en arrière-plan et cette vue avec l'un de ses fils, je ne sais pas pourquoi il est arrivé à cet endroit, ça n'est pas très grave, un de ses fils qui sera employé du château par la suite. Alors je voudrais dire un mot, parce que c'est là aussi intéressant, de son rapport à la politique. Que sait-on, après tout, de ce que nos ancêtres pensaient de l'évolution politique du pays? On serait bien en peine de le dire, sauf à avoir reçu des témoignages oraux. Joachim ne cite à aucun moment de personnalité politique du XIXe siècle. À mon grand désespoir, il n'évoque pas Napoléon, ni Napoléon III, ni même aucun des souverains. Mais il évoque en revanche les propriétaires du château qui ont été également maires et remonte à la Révolution française. Ce qui laisse apparaître une volonté de s'inscrire dans l'histoire, et à d'autres reprises, il fait des allusions qui montrent son intérêt pour un enracinement dans une histoire séculaire qui remonte au moins à la fin du XVIIIe siècle. Il est surtout, nous sommes en 1880-1881, il est surtout contemporain de l'évolution de la République, du passage à ce qu'on appelle la République des Républicains, lorsqu'en 1879, MacMahon, président de la République depuis 1873, est obligé de démissionner et est remplacé par Jules Grévy, qui va former le premier gouvernement véritablement républicain, avec à sa tête Waddington, et parmi les ministres, Jules Ferry, ministre de l'Instruction publique. C'est à partir de janvier 1879 que s'engage la politique de laïcisation dans le pays. Or, que nous dit Joachim? La République a fait de belles choses en 1881. Janvier-février a fait fermer 200 couvents, diminuer les curés et évêques d'un tiers, sous-entendu diminuer les traitements des curés et évêques, a prohibé les croix au cimetière et honneurs fantasques. Les religieuses ont été retirées des écoles publiques. Il est attentif, par conséquent, à la politique de laïcisation qui a été menée depuis le début des années 1880, qui se tourne contre les congrégations religieuses, y compris, là il exagère un tout petit peu, parce que la laïcisation de l'enseignement officiellement ne date que de 1886, mais il se trouve que dans le village des Crocs, la laïcisation de l'école des filles est intervenue plus tôt, dès 1878, où l'on a remplacé la religieuse qui tenait l'école du village par une institutrice laïque. L'école de garçons était déjà tenue par un instituteur laïque. J'ai pu aussi recomposer toute cette histoire qui est assez intéressante. Et puis, il y a ces mesures prises contre le clergé. La laïcisation est donc au cœur, mais il n'y a pas que la laïcisation. Ah, je n'ai pas noté. Il se dit favorable également à la politique économique qui est conduite par la République. Les grands travaux, et notamment le chemin de fer, c'est la grande affaire de l'époque. Le train entre Gap et Briançon arrive au moment où il écrit à Embrun. Les remparts d'Embrun sont alors détruits et il le voit des hauteurs du château, puisque le château est en face d'Embrun. Il assiste à tout ce qui est en train de se passer, y compris à la découverte des restes archéologiques que l'on va observer lors des travaux qui sont effectués pendant cette construction de la voie de chemin de fer. La voie de chemin de fer, c'est aussi l'arrivée de près de 1000 ouvriers piémontais qui viennent travailler sur place et qui ne posent apparemment pas de problème à Joachim Martin. Il n'a pas de sentiment xénophobe à leur égard. Le seul reproche qu'il leur attribue, c'est de faire monter le prix des denrées, puisqu'il y a une plus forte demande, et nous sommes dans une région qui est encore relativement enclavée. Enfin, il se félicite de la politique coloniale de la Troisième République, une politique coloniale qui va conduire notamment à la conquête de la Tunisie qu'il évoque. Autrement dit, notre Joachim Martin est un républicain, mais un républicain relativement modéré que l'on pourrait ranger parmi les républicains opportunistes à la Ferry ou à la Gambetta au début des années 1880. Il en sera un peu différemment par la suite, je vais vous expliquer pourquoi.
Il évoque aussi la politique locale. Monsieur Berthe, déjà évoqué, le maire de la commune sous le Second Empire, le maire Philippe, comme son père, écrit-il, il est le destructeur de la religion, pas de messe, pas de prière, il a besoin de prier. Le maire Philippe, c'est le frère de la concubine du châtelain, vous vous souvenez, et il est considéré comme un anticlérical invétéré par Joachim Martin, qui en 1880-1881 se montre plus modéré que son comparse. Et puis, ce petit message à propos du châtelain, nous sommes en 1881, Monsieur Roman a eu 140 voix aux élections et refusé d'être maire. Ignorance complète sur 7 conseillers, il y en a 4 qui ne savent lire. Toujours cette obsession d'un conseil municipal qui ne serait pas à la hauteur. Évidemment, il exagère, mais encore une fois, c'est une manière pour lui de regretter de ne pas avoir sans doute fait partie de ce conseil municipal, de ne pas avoir été considéré comme apte par ses contemporains. Le maire, mais aussi le curé qui n'a guère les faveurs de notre Joachim Martin. Notre curé, grand maigre, couleur de pourriture, jaune, et à vrai dire un brave homme, bon médecin et pas cher, rend des grands services au pays, mais il a un air de crânerie insolente avec son tricorne sur la nuque. Et au verso de la planche, va plutôt l'air d'un guéluron, ce qu'il est faisant de grandes révérences aux femmes, et les pauvres maris cocus sont obligés de se taire parce qu'il est médecin. Donc vous avez compris que les relations entre Joachim Martin, qui a, j'en ai quasiment la preuve, qui a déserté l'Église lui-même, mais dont la femme continue de s'y rendre, Joachim Martin n'est guère favorable à ce curé, dont j'ai évidemment réussi à identifier qui il était, grâce à sa généalogie, mais aussi grâce à un dossier aux Archives nationales que j'ai mis un petit peu de temps à retrouver parce qu'il avait été classé dans une série improbable et qui montre qu'il y a eu problème avec ce curé. Ce curé est attiré par les femmes de sa paroisse. Joachim le dit clairement sous cette planche. Mais, explique-t-il, on lui pardonne parce qu'il est médecin. Et de fait, là aussi, j'ai retrouvé la trace tout à fait étonnante d'un phénomène qui n'est pas propre à ce village, et qui faisait qu'un certain nombre de prêtres exerçaient la médecine. Exerçaient évidemment illégalement la médecine, mais dans un pays où l'encadrement médical est très faible, j'allais dire peut-être qu'on va y revenir, mais comme il y a encore moins de curés que de médecins, je ne suis pas sûr que ça soit la solution. Dans un pays où l'encadrement médical est très faible, les prêtres jouaient parfois le rôle de médecins. Et c'est ce qui est arrivé dans le village de Croix. Comment je le sais? Parce que lorsqu'il a quitté le village, son successeur a demandé qu'on lui verse la prime qu'il obtenait, et on finit par comprendre que cette prime était accordée par la municipalité pour service rendu comme médecin. Ce médecin, Joachim l'apprécie dans un premier temps, nous sommes en 80-81. 4 ans plus tard, les choses ont changé. Je vous ai parlé de cette lettre en commençant, de cette lettre que Joachim a écrite au préfet des Hautes-Alpes en 1884. Elle s'inscrit dans un ensemble de pétitions qui visent à faire partir le curé un peu trop prompt à s'en prendre aux femmes des paroissiens. En 1881, Joachim ne s'inquiète pas trop. Il est vrai que sa femme n'a pas l'air d'être, si on en juge par le peu qu'il en dit, n'a pas l'air d'être une femme très portée sur le sexe. Elle mesure 1m39, elle est malade, explique-t-il à plusieurs reprises. Mais un jour, et c'est ce qu'il raconte au préfet, sa femme est convoquée par le curé en confession. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais apparemment, il a prononcé des mots qui ont fait que la femme est partie en courant de l'église et, explique Joachim, n'y a pas remis les pieds. Donc, probablement était-il allé un peu trop loin dans ses avances à l'égard de la femme de Joachim. Mais Joachim va plus loin dans cette lettre. Il va plus loin en expliquant au préfet que le curé n'est pas un si bon médecin que cela. Et il semble qu'il ait réfléchi
aux effets qu'ont pu avoir les soins qu'il a prodigués, notamment à des membres de sa famille. Il s'étonne de la mort de son frère à 17 ans, alors qu'il était en pleine forme, enfant qui avait été soigné par le curé médecin. Il se demande aussi si son père, mort en 1879 à 59 ans, n'aurait pas subi des soins quelque peu maladroits de la part du curé. Et puis il y a cette histoire qui concerne sa sœur. Vous vous souvenez, cette sœur de 32 ans qui a une jambe de bois. Cette sœur a une histoire particulière, mariée à un fou cafetier à Embrun. Ce cafetier a pris la poudre d'escampette. Il est allé se réfugier à Marseille, s'établir à Marseille, laissant sa femme, sans enfant, au village des Crottes. Cette femme, et là on le repère aussi, je ne vous ai pas encore parlé des registres de la municipalité, du conseil municipal, qui sont en ligne, donc très faciles à consulter. Cette femme, un jour, est blessée à la jambe et va voir le curé médecin. Elle a une entaille à la cheville, il lui conseille de mettre un peu de bouse de vache, plus exactement, et d'enfermer son pied dans une pièce de bois. Or, j'ai lu quelque part que c'était un soin qui pouvait se prodiguer s'il y avait une entorse, mais il valait mieux l'éviter si l'on avait une plaie. Vous imaginez ce qui est intervenu, le pied s'est infecté, le pied s'est infecté et elle a été hospitalisée où on a dû l'amputer, d'où la jambe de bois. Qu'à cela tienne, les relations entre le curé et la sœur de Joachim Martin ne s'en sont pas pour autant détériorées. Le curé habite en face de l'église, au presbytère. La sœur de Joachim habite la maison contiguë. Et raconte toujours dans cette même lettre au préfet Joachim Martin, quelque temps après, elle met au monde une petite fille, alors que son mari est toujours à Marseille. C'est l'enfant du miracle dont le père est, aux yeux de Joachim, sans contestation possible, le curé. La femme et la fille vont mourir peu de temps après. Quant au curé, dont les paroissiens avaient demandé le déplacement, au point de demander même son remplacement par un pasteur protestant, Joachim se souvient qu'il a des origines protestantes, ce curé fut déplacé et eut une promotion dans une paroisse du diocèse de Gap. Avec l'histoire de la sœur de Joachim, je vous ai introduit à une des dimensions, il me reste peut-être quelques instants pour vous en parler, vous l'attendez depuis le début, la dimension qui a trait à son rapport à la sexualité. Vous le savez, là aussi, écrire la sexualité, l'histoire de la sexualité des Français n'est pas simple parce que les témoignages sont rares et que souvent on s'appuie soit sur des témoignages judiciaires, soit sur des témoignages médicaux. Mais des réflexions sur la sexualité des uns et des autres, elles ne sont pas si fréquentes. Or, Joachim est un observateur de ce qui se passe dans son village. Il y a notamment un événement qui l'a beaucoup marqué, qui l'a même traumatisé. En 1868, je passais à minuit devant la porte d'une écurie, j'entendis des gémissements, c'était la concubine d'un de mes grands camarades qu'elle accouchait. Ils ont vécu 10 à 11 ans, être de, je ne sais pas exactement, elle est accouchée de 6 enfants, dont 4 sont enterrés au dite écurie, 1 de mort, garçon, et la fille est en vie, du même âge que ma fille. Je te dirai qui le lui a reproché en public. Autrement dit, ici, Joachim nous décrit des infanticides, un infanticide auquel il aurait assisté. Il faut dire que la famille Albrand, dont est issu le meurtrier, habite en face de son établi, dans une des ruelles du village très resserré où il est difficile de ne pas être vu lorsque l'on est du fait de la proximité. Donc il décrit cet infanticide, ou plus exactement ces 4
infanticide, dans une phrase qui est très explicite, il y revient à 4 reprises sous les planches, 4 sur 72 font allusion à cet événement. Les infanticides ne sont pas rares au XIXe siècle, on les connaît par les sources judiciaires lorsqu'ils ont été dénoncés, mais la plupart du temps, les infanticides restent secrets parce que la communauté villageoise ne veut pas en parler. Et Joachim est de cela. Je parlerai après sa mort, si je survis. Nous sommes heureux, mais lui ne fera qu'un scélérat toute sa vie. Pauvre Hortense, il s'agit de la femme concernée par ces infanticides, si belle à 18 ans, te voilà vieillie dans le chagrin, par ce maudit, et par les recherches généalogiques, on parvient à déterminer qui est cette femme, qui, alors non pas les enfants morts, puisqu'ils n'ont pas été, inscrits sur le registre d'état civil, mais en revanche la fille qui a survécu, elle, apparaît bien comme une des condisciples de la fille aînée de Joachim Martin. Et puis cette phrase qui peut vous paraître obscure, ce vrai disciple de Tropman, alcoolite de Dumollard et Vitalis, a essayé plusieurs fois de brouiller notre ménage, et pourtant je n'avais que dire un mot et allonger le doigt droit à l'écurie, tous en détention. Eh bien non, c'est mon ami d'enfance, je ne le ferai pas. Sa mère est la maîtresse à mon père. Alors, vous voyez ici, c'est du condensé. Joachim a peu de temps pour écrire, et quand il écrit une phrase, il peut livrer plusieurs informations. Ici, il révèle qu'il est amateur de faits divers. Dumollard, c'est le tueur de servantes dans l'Ain au début des années 50. Tropman, c'est celui qui a zigouillé toute une famille entre le Nord et Pantin et a été décapité en 1870. Vitalis, ça vient d'arriver en 1877 du côté de Marseille. Il a trucidé sa belle-mère, qui avait été aussi sa maîtresse, avant de la découper en morceaux et d'essayer de la faire disparaître dans la Méditerranée. Donc des crimes spectaculaires qui ont fait évidemment la une des journaux, ce qui laisse penser que Joachim lisait la presse, qui ont aussi fait l'objet de complaintes, qui est là aussi un des moyens par lesquels se diffusait l'information. Vous noterez au passage alcoolite de Dumollard. Alors cette formule m'a beaucoup plu parce que Joachim Martin, qui a un petit penchant vers la bouteille, le vin, très mauvais le vin de Haute-Saône, c'est le Châtelain qui l'explique, l'eau-de-vie. Il a un penchant pour la bouteille qu'il partage avec ses congénères. Et donc les acolytes, compagnons de breuvage, deviennent les alcoolites. C'est assez intéressant comme condensé. Et bien entendu, il n'a pas dénoncé le crime auquel il a assisté. Les solidarités amicales de jeunesse fonctionnent, les solidarités familiales, sa mère est la maîtresse à mon père. De fait, sa mère, la mère de Joachim, est morte en 1868 et pendant 10 ans, il a vécu visiblement avec une femme, la mère d'Albran, dont le père avait eu une vingtaine d'années de plus. Je n'en ai évidemment pas la confirmation, mais c'est fort probable. Encore une fois, ces proximités de voisinage le laissent entendre. Et puis je vais vous raconter une petite et dernière histoire pour vous montrer que Joachim a l'œil aiguisé. En dessous du château, il y a une ferme qui est tenue donc par des cultivateurs, un couple et leurs enfants. La fille du couple a épousé un jeune homme avec lequel elle vit. Un jour, Joachim passe près de la ferme, il descend du château, il rentre au village, chez lui, et il aperçoit dans la serre, que l'on peut toujours observer aujourd'hui, il aperçoit un couple en train de faire l'amour. Il note le jour, il va même l'inscrire sur le mur de la serre pour être bien certain de ne pas l'oublier, et il explique que 9 mois plus tard est né un petit gamin brun comme le père qu'il a observé, qui est un domestique piémontais du château.
et évidemment qui est déclaré comme le fils officiel du mari. Alors me direz-vous, la probabilité qu'il se soit trompé existe. Alors je suis allé voir les registres matricules, et après avoir identifié l'enfant, j'ai retrouvé la naissance, l'acte de naissance, j'ai retrouvé son dossier, sa fiche sur le registre matricule. Il est brun, mais alors brun, comme pas possible, alors que le père est roux. Alors vous me direz, ça peut arriver, mais la probabilité que Joachim ne se soit pas trompé est assez forte. Bref, notre Joachim est très porté sur les questions de sexualité. Il regrette probablement sa jeunesse, à l'occasion de laquelle il courtisait au cours des bals les jeunes filles de la région. Probablement est-il déçu par les relations qu'il a nouées avec sa femme depuis quelques années. Bref, il est très, très concerné par toutes ces questions de sexualité. La preuve. Et là, je vais terminer en vous révélant quelques secrets, si je puis dire. Depuis la sortie du livre, j'ai eu connaissance d'abord de l'existence de 3 planches qui avaient été découvertes dans une maison d'un hameau. Planches qui font allusion à des éléments de sa vie quotidienne, mais qui ont l'intérêt d'être datées de 1874. Autrement dit, Joachim Martin a écrit avant. Probablement, est-ce une pratique qu'il a toujours mise en application. Et puis, au cours de mes recherches, je m'étais aperçu qu'au-delà du château, Joachim travaillait dans une maison, la maison du docteur Chevalier. C'est un ancien relais de poste qui a été réaménagé par le docteur Chevalier, médecin à Marseille, qui en a fait sa résidence secondaire et qui a fait appel à Joachim Martin. Les 2 familles sont très liées puisque les tantes et sœurs de Joachim Martin ont travaillé comme domestiques chez les Chevaliers à Marseille. La famille Chevalier, c'est aussi une famille intéressante puisque le père du docteur Chevalier avait émigré à Cayenne, où est né d'ailleurs son fils, et ils sont ensuite rentrés en France pour s'installer pour le docteur Chevalier dans le village des Crottes. Lors du documentaire qui avait été réalisé par Myriam Lay, celle-ci avait voulu que nous allions dans la maison du docteur Chevalier, reçue par la propriétaire, à laquelle elle demande « Accepteriez-vous que l'on démonte vos parquets ?» Le propriétaire tord un peu du nez, surtout pas au rez-de-chaussée, il est super. À l'étage, peut-être, je vais faire des travaux. 1 an plus tard, elle fait des travaux, et on découvre une quinzaine de planches sur lesquelles Joachim Martin, parallèlement aux inscriptions qu'il laissait au château de Picontal, a laissé des traces de son passage. Sur sa vie quotidienne, il explique en particulier qu'il s'entend très mal avec les maçons qui viennent de Marseille, qui sont très bien payés mais qui ne fichent rien. Il les traite de fainéants, il les accuse d'être plus souvent à l'auberge que sur le chantier. Il évoque aussi le coût de la vie, et puis il a cette phrase « Évite l'onanisme et la masturbation. Tu seras sage et gras, vigoureux comme Télémaque. » Étonnant. Étonnant que cette formule, lui qui se décrit par ailleurs comme chétif, malade et sourd. Alors, vous savez que la surdité, c'est un des mots que l'on prêtait aux excès de masturbation. Donc nous avons ici la preuve, grâce à cette découverte, que Joachim Martin devait pratiquer cet art particulier, l'onanisme, comme on le décrivait dans les traités de théologie morale. Alors pourquoi Télémaque, fils d'Ulysse, héros grec? Évidemment, c'est l'antithèse de l'être chétif et sourd. Je l'ai dit, Télémaque devait aussi pratiquer la masturbation et l'onanisme plus généralement. Mais pourquoi Télémaque? Parce que dans sa bibliothèque toute petite, Joachim Martin possède l'histoire de Télémaque de Fénelon. Donc on voit ici que finalement, là aussi en une planche, il parvient à révéler beaucoup de lui-même
y compris en matière de culture littéraire et historique, car je ne suis pas certain que beaucoup de contemporains aient lu ou même parcouru l'ouvrage de Fénelon sur Télémaque. Alors, pour terminer, Joachim Martin meurt en 1897, il a continué à travailler au château, il a eu 4 enfants, dont une fille morte en bas âge, une première fille aînée qui a épousé un ouvrier de la région de Cassis et a eu 9 enfants, c'est d'elle que descend la famille que j'ai retrouvée qui possède aujourd'hui la maison de Joachim. Un fils nommé Casimir, qui, comme beaucoup d'habitants du village des Crottes, a émigré. Il est allé jusqu'aux États-Unis, jusqu'au Texas. Il y est resté 3 ans. Et lorsqu'il a été mobilisé, au moment de la Première Guerre mondiale, il a été affecté comme traducteur auprès des troupes américaines. Il s'est marié d'abord à 2 reprises, s'est installé, a quitté définitivement le village, s'est installé dans le centre de la France, et vers 81 ans, sa femme meurt, ce qui arrive. Il se remarie, je vois ça sur les actes d'état civil, je me dis il a dû se remarier avec une jeune domestique, pas du tout. Il a retrouvé une femme du même âge que lui, grâce aux annonces du chasseur français. Comme quoi. Enfin, le dernier fils, vous le voyez ici, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est resté au village. Vous l'avez aperçu tout à l'heure dans les jardins du château de Tripontal, comme employé du château. Il est également menuisier, il cultive la vigne. Et vous repérez cette casquette qu'il a toujours portée, ou alors il arborait un bandeau. Il était désigné comme Martin le Borgne. Eh bien, on retrouve là aussi Joachim, car dans la lettre au préfet que j'évoquais tout à l'heure, quand il évoque les mauvais soins administrés aux membres de sa famille, il parle de son fils qui, à 18 mois, a une infection des yeux. Le médecin recommande de mettre quelques gouttes d'un produit dont on ne sait rien, qui va rendre l'enfant aveugle d'un œil. Est-ce la réalité? En tout cas, très jeune, il n'y a aucune raison d'en douter, l'enfant a perdu un œil, ce qui est confirmé par le conseil de révision. Il est borgne, ne fera pas de service militaire, et gardera une très forte rancune à l'égard du clergé. Les contemporains, il est mort en 1965, donc j'ai rencontré des gens qui l'avaient connu, expliquant qu'il était particulièrement anticlérical. Quand un prêtre passait, encore en soutane, il imitait les corbeaux, et surtout il avait réclamé de ne pas être enterré religieusement, et que les frais de l'enterrement servent plutôt à ses amis à aller se distraire au café. Et de fait, sa tombe ne porte pas de croix, mais ce monument qui a disparu aujourd'hui et qui confirme cet anticléricalisme du personnage, autrement dit d'un siècle à l'autre, entre le père et le fils, cet anticléricalisme qui était né à la fin du XIXe siècle ne s'est pas éteint une centaine d'années plus tard. Donc vous le voyez, un personnage étonnant, un personnage qui d'une certaine manière cherche à atteindre une forme d'immortalité en écrivant, et qui a partiellement réussi, puisque ce soir je vous ai raconté sa vie. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette histoire assez extraordinaire, il faut bien dire. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je viens voir. Bonjour, merci pour votre exposé. À l'occasion d'un relevé de mariage de baptême de 1760 à 1780 dans une petite ville de la Somme, j'ai pu me rendre compte que le premier enfant après mariage était né d'œuvres prénuptiales. Alors donc j'en ai une certaine collection.
je les ai évalués, etc. Et j'ai pu obtenir une courbe en cloche qui montre l'âge auquel on se marie, enfin, le nombre de mois de naissance auquel on se marie le plus souvent avant, quand la femme est enceinte avant le mariage. Eh bien, il s'agit de l'ordre de 7 mois. Donc le pic des mariages de gens qui ont eu des relations prénuptiales, c'est 7 mois en moyenne. Voilà. Une information que je vous communique. 7 mois après la conception, vous voulez dire. Voilà. 7 mois. Alors, entre en ligne de compte ce que l'on appelle les temps clos. On ne se marie pas pendant l'avant ni pendant le carême. Donc si vous avez, entre guillemets, fauté, comme on disait à l'époque, juste avant, ça empêche de se marier pendant cette période-là, ce qui est sans doute une des explications. Même si, assez régulièrement, on tente de faire en sorte que le mariage ait lieu le plus tôt possible, si c'est techniquement possible et aussi au regard des lois de l'Église. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, ma question c'est, cette histoire est tellement rocambolesque et complexe, quelle méthodologie vous avez appliquée pour retrouver tout ça? Notamment, vous avez dit à un moment donné, il y a un dossier sur lequel je n'ai pas pu trouver d'informations généalogiques. Alors la question est facile, est-ce que vous avez contacté des associations de généalogie et de manière générale, comment vous avez fait pour trouver toutes ces informations? Quel temps ça vous a pris à peu près? Alors, en fait, j'ai commencé à travailler en 2009, quand j'ai fait cette découverte, et le livre est paru en 2017. Donc, pendant cette période, j'ai écrit d'autres ouvrages, mais j'avais toujours à l'esprit cette affaire, et donc j'ai fait progressivement des recherches à caractère généalogique, en m'appuyant évidemment sur les registres d'état civil, mais aussi sur les recensements. Ils sont très intéressants parce que les recensements permettent de mesurer en particulier la composition d'une famille, de voir quels sont les domestiques qui sont au foyer ou les autres personnes qui sont au foyer. Pour répondre à votre question, je ne pourrais pas mesurer le temps que j'y ai passé, c'est maintenant certain, paraphraser Bourvil, mais très difficile à dire. Pourquoi? Oui, j'aurais pu. La personne que je n'ai pas retrouvée, c'est la première maîtresse de Jean-Joseph Martin, Pauline Barry. Évidemment, j'ai fait des recherches dans les tables décennales d'Embrun, de la région, et je n'ai rien trouvé. J'ai même fait des recherches dans les registres d'écrou, parce qu'il se trouve que dans les Hautes-Alpes, les registres d'écrou sont numérisés, ce qui est très commode, et ce qui d'ailleurs m'a permis d'identifier plusieurs personnages dont parle Joachim Martin et qui ont fait de la prison à Gap ou à Embrun. Je ne vais pas évoquer ici, mais ça montre qu'il est extrêmement précis, puisqu'il a tout ça aussi en tête. Donc peut-être que je pourrais en effet, ça n'a pas non plus un caractère, ça ne va pas révolutionner ce que j'ai démontré, mais c'est vrai que ça pourrait être anecdotiquement intéressant. Certaines informations m'ont été communiquées par des généalogistes. Je pense par exemple à ce personnage qui est l'un des fils de la famille Michel, qui est éjecté du village car soupçonné de pédophilie. On perd sa trace, mais Michel, c'est pas un nom commun, si c'est un nom très courant. On peut aller retrouver un Michel à travers la France, ça n'est pas simple. Et bien un généalogiste me l'a retrouvé du côté, il est mort du côté d'Avignon, il s'était marqué. Pour beaucoup d'entre nous, faire la généalogie, c'est remonter le plus lointain dans le temps. Je crois que ce qui est important, c'est de reconstituer, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, le parcours de nos ancêtres les moins éloignés, les plus faciles, peut-être, sur lesquels on a plus de documents au XIXe siècle. Et c'est probablement ce que nous faisons tous plus ou moins, mais nous ne savons pas forcément le raconter aussi bien que vous. Et merci notamment de compteur. Alors, je vais ajouter un point à ce propos. J'ai eu quelques petits mots, si on peut dire, avec mon éditeur, qui a voulu que l'on transforme, que l'on change les noms, comme dans les articles de journaux, pour éviter que des descendants de
de l'infanticide, du pédophile ou de telle personnalité impliquée dans les affaires ne viennent se plaindre et mettre en avant l'atteinte à la vie privée. C'est une clause maintenant qui peut être mise en avant même après, même lorsqu'il y a prescription. Donc on a changé quelques noms, mais enfin ils sont très faciles à identifier puisque un brun va devenir roux, ou ce genre de choses. Et évidemment, comme je donne toutes les informations à caractère généalogique, si on retrouve les registres d'état civil, on peut sans problème retrouver l'identité des uns et des autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je t'évite de monter tout là-haut. C'est une question par rapport aux planchettes. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que dans la plus grande partie de la carrière de Joachim, vous avez pu reconstituer ces chantiers, ou est-ce qu'il y a encore espoir de retrouver d'autres chantiers? Et quelle méthodologie est-ce que vous pourriez mettre en œuvre pour ça, pour avoir d'autres morceaux de cette histoire? Alors dans le château, apparemment, il y a eu déjà des travaux qui ont été effectués. D'ailleurs, ça m'a été confirmé par l'ancien directeur des archives départementales. Il m'a expliqué que dans les années 70, Roman d'Amat, dont le prénom m'échappe, qui était lui-même chartiste, lui aurait montré des planches contenant des inscriptions, mais dont il s'est visiblement débarrassé, considérant que ça ne devait pas être une source très intéressante. On était à une époque, les années 70, où ce type d'écrit n'était pas perçu comme très important. Donc il y a eu des travaux préalables qui ont conduit probablement à l'élimination d'une partie des planches. Il reste encore une pièce dans laquelle il n'y a pas eu de travaux et où probablement il y aurait des planches. Et puis probablement aussi dans d'autres maisons. Le problème, je suis allé faire plusieurs conférences dans la région et j'appelle les habitants de la région à se munir d'une pioche pour démolir leur parquet et de penser à moi s'ils retrouvent des planchettes, mais ça n'est pas facile à obtenir, et puis surtout dans beaucoup de cas, les travaux ont déjà été effectués puisqu'il est mort en 97, donc ça fait plus de 125 ans. Alors c'est vrai que la région d'Embrun est une région dont le climat est très sec. Je ne l'ai pas précisé, dans le château, le plancher du plancher de Mélèze est un bois imputrescible, ce qui explique aussi l'excellente conservation de ces planchettes, y compris avec les inscriptions. Alors, il faut imaginer que quand elles ont été retrouvées, ces morceaux